on reprend et j'ai le plaisir d'ouvrir la première de deux séances qui sont dédiées aux langues juives dans la Méditerranée chrétienne. Et on écoutera deux interventions. La première dédiée aux judéo-langues à Majorque au tournant du XVe siècle et la deuxième dédiée aux survivances contemporaines du dialecte des juifs provençaux. La première, c'est une double présentation. On retrouve Judith Oslowitz-Schlanger, mais dont on a déjà eu le profil pour ce qu'il en est de son rôle de directrice du Centre for Hebrew and Jewish Studies, présidente du Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, et on la retrouve, pour ainsi dire, dans son rôle de chercheuse. Et si vous permettez bien, je vais juste mentionner quelques parmi ces recherches qui portent sur la paléographie et la codicologie hébraïque médiévale, les documents juridiques, les études sur la Guéniza du Caire, l'histoire du livre hébraïque, la tradition linguistique hébraïque et les contacts intellectuels entre le juif et leurs voisins non juifs. Et parmi ces publications, je mentionnerai donc The Karaite Marriage Documents from the Cairo Geniza, les manuscrits hébreux dans l'Angleterre médiévale, Hebrew and Hebrew-Latin documents from medieval England, et Diplomatic and Paleography Study. Et son intervention, cette double intervention, verra aussi la présence de Ingrid Usaye Michenzi, qui est chargée des recherches au CNRS. Elle a obtenu son doctorat en histoire et civilisation à l'Institut universitaire européen de Florence. Elle est spécialisée en histoire économique et sociale de la fin du Moyen-Âge et actuellement, elle mène deux projets de recherche. Les premiers sur les Sahara du XIIIe et XVIe siècle, l'autre sur les textiles au Moyen-Orient et en Méditerranée de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge. Son domaine de recherche concerne l'étude des relations commerciales dans la Méditerranée des XIVe et XVIe siècles, en particulier les commerces antireligieux, les réseaux et stratégies marchandes, les méthodes et pratiques commerciales, les sociétés commerciales florentines et l'articulation entre les relations économiques et sociales. En 2023, elle a publié en collaboration avec François-Xavier Fauvel et Benoît Grévin, Malfant et l'Africain, relire la lettre de Touat, 1447. Elle a aussi dirigé un numéro spécial dans la revue Rive Méditerranée, intitulé S'habiller dans la Méditerranée du Moyen-Âge et S'habiller dans la Méditerranée du Moyen-Âge et la Renaissance, pratiques économiques, sociales et culturelles du vêtement. On aura donc le plaisir de les écouter dans leur intervention portant sur les judéo-langues à Majorque au tournant du XVe siècle, d'après la documentation du Fonds d'Attigny. La parole, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est une intervention à deux voix qui présente un travail que nous faisons ensemble avec Judith depuis plusieurs années maintenant et qui va bientôt aboutir. Donc, moi, je vais vous présenter surtout le contexte. Comme vous l'avez entendu, les langues, c'est vraiment pas mon domaine premier de recherche, mais les registres dont je vais vous parler sont des registres sur lesquels je travaille depuis très longtemps maintenant. Et la découverte de certaines écritures à l'intérieur de ces registres m'ont amené à entrer en contact avec Judith et à présenter ce travail que nous faisons ensemble. Donc il s'agit de 4 registres issus d'un énorme fonds d'archives, celui de Fonds d'Attigny des archives de Prato en Toscane. Donc Prato, comme vous le voyez ici sur cette carte, est une ville près de Florence qui était annexée en 1350 et donc qui faisait partie de ce qu'on appelle le contado, les domaines florentins. Donc ce fonds qui est conservé à Prato est lié à la figure de Francesco di Marco d'Attigny. Donc après être passé aux technologies du XXIe siècle, là, je vais vous ramener directement dans les papiers d'un homme d'affaires de la fin du XIVe siècle et du début du XVe. Donc rapidement, Francesco d'Attigny est né vers 1335 dans sa ville de Prato. Lors de la grande épidémie de peste de 1348, il perd quasiment toute sa famille, 3 des 4 exécuteurs testamentaires de son père.
Donc se retrouve orphelin, il est placé en boutique, il part ensuite à Avignon à une quinzaine d'années pour apprendre un peu le métier. Avignon était florissante à l'époque, il y avait la cour pontificale qui était encore présente. Donc progressivement, il grimpe un peu des échelons et finit par ouvrir sa première compagnie d'affaires. Puis au moment où la cour pontificale retourne à Rome, il décide de retourner lui aussi en Italie. Mais il laisse une compagnie d'affaires à Avignon. Puis il va déployer en fait toute une organisation d'entreprise avec des compagnies commerciales, des compagnies artisanales, une compagnie bancaire et des compagnies individuelles. Donc progressivement, d'Avignon, il se déploie à Florence, à Pise, à Gênes, puis dans les années 1390, dans ce qu'on appelle la Compagnie de Catalogne, mais qui regroupe, c'était leur terme, mais qui regroupe un espace beaucoup plus vaste que la Catalogne, avec une compagnie qui a son siège à Barcelone, puis des filiales à Valence et à Majorque. Parallèlement, il a des compagnies artisanales, une dédiée au travail de la laine, l'autre à celui de la teinture, une compagnie bancaire à Florence et 2 compagnies individuelles qui sont destinées à la gestion de son propre patrimoine, une à Florence et une à Prato. Donc ça, c'est de l'organisation complète. Quand tout fonctionne, ce qui a été le cas pour très peu d'années, parce que comme vous voyez un peu les dates, 1401 est une date assez fatidique. En 1400, il y a eu une grande épidémie de peste à nouveau qui a touché Florence de plein fouet. Florence a toujours été bien marquée par les épidémies de peste. Et donc, je crois qu'ils sont 5 de ses collaborateurs les plus proches sont morts. Lui, comme je vous l'ai dit, il n'avait pas de famille. À cette époque-là, les compagnies d'affaires étaient basées sur un réseau familial assez conséquent. Il n'a pas pu retrouver des membres de sa famille pour remplacer ses associés décédés. Donc, les compagnies ont fermé. Donc ce fonds... Avant de rentrer directement dans le fond, nous, la focale va être mise sur cette compagnie de Majorque. Et je vais vous présenter un peu rapidement ses spécificités à cette époque-là. Donc, on est à la fin du XIVe siècle. Francesco Dattini, à travers un associé, décide de prospecter cette région d'affaires pour diverses raisons. Commercer avec l'Afrique, commercer la laine ibérique. Et Majorque fait figure en fait d'un énorme hub, d'un centre d'import-export en Méditerranée occidentale. C'est une étape des circuits de galets marchandes vénitiennes et génoises qui traversent la Méditerranée puis se rendent en Europe du Nord-Ouest. Voilà, c'est un centre sur lequel on décharge les marchandises, on en récupère d'autres. En fait, c'est un espace très dynamique. Qui comporte, pour sa ville de Ciutat, donc l'actuelle Palma de Majorque, donc avant le côté bling-bling de David Guetta et compagnie, Majorque était véritablement un centre d'affaires de premier ordre qui disposait d'une importante population juive. La ville de Ciutat comptait à peu près 12% de la population qui était juive avant le mouvement de 1391. Sur lequel je vais revenir maintenant. En fait, au début de l'été 1391, sous l'impulsion de prêches enflammés qui sont déroulés à Séville, il y a une vague comme ça qui s'est déroulée de massacres et de conversions forcées qui est remontée de Séville et qui a touché en fait l'ensemble de la Catalogne, un peu la Castille, et qui a touché les Baléares au mois d'août. Donc, ce sont ces massacres qui ont généré ce premier gros contingent de convertis sur place et également des fuites vers l'Afrique du Nord, essentiellement à partir de Majorque. Et ce que vous avez ici, ce sont des réseaux d'affaires vivifiés entre l'Afrique du Nord et l'île de Majorque. C'est-à-dire que des réseaux existaient déjà au préalable, mais avec la fuite de certains membres de famille vers l'Europe du Nord, ces réseaux se sont retrouvés à nouveau dispatchés entre les 2 rives de la Méditerranée, car ce sont sur ces Juifs, en grande partie, que reposaient les relations commerciales entre l'île de Majorque et l'Afrique. C'est sur ces réseaux d'affaires. Concrètement, vous voyez ici un plan de la ville de Ciutat avec différents quartiers juifs qui ont existé. En 1391, vous avez à peu près tout l'espace en rose,
qui formait le quartier juif de la ville, avec différentes synagogues, une boucherie, et vous voyez un peu l'emplacement de la Bottega Latini. C'est important parce que ça va me permettre vraiment de vous parler de ces registres de comptes et ce qu'ils peuvent signifier. Donc, dans la comptabilité, le fonds Datini a livré une quantité monstrueuse de documents qui est liée principalement à la manière de fonctionner de Francesco Datini lui-même, qui demandait chaque année de toutes ses succursales le rapatriement complet de la comptabilité et de la correspondance. Il était un peu, on va dire, un control freak. Hein. Il vérifiait les comptes de ses entreprises et archivait ses papiers durant toute sa vie. Il est mort en 1410 dans sa ville natale de Prato, dans son palais. Il a créé une fondation pieuse pour le salut de son âme. Mort sans héritier, il a tout légué à cette fondation pieuse, dont ses archives, qui sont ainsi parvenues jusqu'à nous. Quand je vous dis considérable, c'est vraiment un dépôt d'archives des plus conséquents pour le Moyen-Âge, un dépôt d'archives d'État, mais un fonds qui est relié véritablement à une personne et ses affaires. Il s'agit de 150 000 lettres marchandes et 600 registres de comptes. Donc c'est quelque chose de très conséquent. Pour Majorque, on a environ 14 000 lettres marchandes et 54 registres de comptes qui ont des fonctions très diversifiées. Alors la comptabilité florentine, je ne vais pas vous faire une leçon de comptabilité, vous inquiétez pas, parce que ça va vous assommer. Mais ils ont un petit côté graphomane parce que la même opération commerciale était répétée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous aviez des registres qui étaient tenus au jour le jour, dans lesquels on entrait les opérations. Puis plus tard, ces mêmes opérations étaient renvoyées sur des registres davantage analytiques ou sur des comptes de personnes, des comptes de marchandises. Donc la même écriture était renvoyée plusieurs fois sur différents registres. Si bien que quand vous allez aux archives, c'est simplement en ouvrant différents registres que peut avoir l'idée de l'opération complète. Hein. C'est simple. Moi, je vais écrire sur mon registre que je suis allée acheter des peaux d'agneau à Judith. Hein. Et puis, toutes les opérations que j'ai faites dans la journée. 3 semaines plus tard, je vais peut-être écrire sur le compte de Judith que je lui dois tant d'argent pour les peaux d'agneau que je lui ai achetées. Et moi-même, sur mon compte dans le registre, que j'ai un débit des peaux d'agneau pour Judith. Enfin voilà, c'est le système de comptabilité à partie double qui a été créé à cette époque-là et qui est le système bancaire sur lequel tout repose encore actuellement. Donc, ces registres ont des fonctions variées et on va s'intéresser à 4 registres du fonds Datini qui présentent différentes sections. Donc, ce sont des registres dits de ricordanze la plupart du temps, c'est-à-dire que ce sont des registres divisés en sections où vous pouvez avoir une partie liée à toute la liste des lettres qui ont été reçues et envoyées, une autre section, toutes les lettres de change qui ont été émises. Et la section qui nous intéresse s'appelle denari contanti, donc c'est-à-dire de l'argent remis en paiement comptant. Ce sont en fait des quittances. Ces quittances, ce sont des clients ou des fournisseurs de la compagnie qui se sont rendus à l'intérieur de la Bottega Datini pour écrire dans les registres avoir reçu une certaine somme d'argent de la part du directeur de la compagnie Datini sur place. Hein, ce sont des attestations qui sont faites de la main propre du client ou du fournisseur dans sa propre langue et son propre alphabet. Et comme je vous ai dit que beaucoup de ces écritures, beaucoup de ces relations commerciales, surtout avec l'Afrique, passaient entre les mains des Juifs ou des convertis, on se trouve avec beaucoup d'écritures en caractère hébraïque. Hein, c'est la découverte de ces écritures qui m'a amené à travailler avec Judith. Donc c'est une communication en fait que l'on voit parce qu'ils viennent à l'intérieur de la Bottega Datini dans un temps marqué par une ségrégation sociale et spatiale de plus en plus forte, mais on voit que ça ne pose pas de problème en fait de traverser l'espace urbain pour se rendre dans la Bottega Datini et écrire ces quittances. On voit apparaître ainsi le lieu central de cette bottega en tant qu'espace relationnel dans ce contexte particulier après les massacres de 1391, car ces registres ne quittaient pas la Bottega Datini. Il s'agissait donc d'attester par sa propre écriture de la réception d'une somme d'argent. Et ça atteste aussi d'un milieu très local, car pour les grands marchands à cette époque-là, on ne passait pas par le paiement en argent comptant, mais c'était des jeux d'écriture qui étaient faits
à travers des registres et à travers les différentes compagnies d'affaires. Hein. C'est comme si vous procédiez à l'heure actuelle davantage avec des virements bancaires. Là, on se trouve dans un milieu très local où ont lieu justement ces remises de paiements comptants. Donc on rencontre différents types d'acteurs, chacun avec sa langue et avec son alphabet. Donc je vous donne un exemple d'une page de registre, donc d'une section hein, d'un registre, où vous voyez ici ces différentes écritures. Donc la plupart des écritures sont en catalan et en alphabet latin, mais de nombreuses écritures sont en caractère hébraïque. Et ce que vous voyez apparaître juste en dessous est un résumé hein, de ce qui est écrit au-dessus. Un résumé, la plupart du temps en toscan, mais parfois en catalan, par la main d'un employé hein, de la compagnie d'affaires. Donc nous avons indexé les registres. Donc, ils sont 4 registres qui vont d'avril 1396 à mars 1402. Donc, sur 1124 entrées, 176 sont en caractère hébraïque, ce qui représente à peu près 15%, 15,7%, donc une quantité assez importante. 102 entrées ont un bref résumé en caractère latin, donc 96 en toscan et 6 en catalan. Ce qui signifie aussi que les membres de la compagnie d'Attigny qui travaillaient sur place étaient en mesure de contrôler d'une certaine manière ces écritures en caractère hébraïque. Donc avaient une connaissance au moins minime de ces langues sémitiques, puisqu'on ne pouvait pas laisser écrire n'importe quoi à l'intérieur du registre de compte qui avait, je vous le dis, une valeur juridique et pouvait être portée en tant que preuve dans un tribunal. Donc c'est cette interaction quotidienne quasiment, parce qu'en étudiant les registres, on voit bien que ce sont des interactions quasiment quotidiennes entre ces deux milieux d'affaires qui permettaient cette prise de contact et cette connaissance un peu de la langue et de l'écriture de l'autre. Je vais te laisser continuer, Judith, sur le contenu des langues. Merci beaucoup. Donc, vous avez compris, il y a quelques années déjà, Ingrid m'a contactée et j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement. 176 notes en caractère hébraïque dans des registres de commerce datés. Je suis paléographe, ça m'a beaucoup intéressé. Pour une fois, nous avons des écritures pragmatiques, les actes de la pratique en écriture hébraïque, précisément datées, qui nous permettront d'étudier la paléographie hébraïque, le développement de l'écriture hébraïque. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ces documents nous permettent aussi de suivre l'histoire des Juifs en Majorque et aussi les contacts, ce que nous avons vu maintenant, entre les Juifs et les autres. Et aussi les pratiques de commerce et les pratiques d'enregistrement qui sont communs, donc qui se font au moment de conflits. Après 1391, nous connaissons tous l'histoire douloureuse des communautés de l'ouest de la Méditerranée à cette période. Et en même temps, nous voyons un monde entre juifs peut-être plusieurs convertis, mais qui continuent. Donc les contacts avec les compagnies chrétiennes continuent. C'est un sujet passionnant. Et bien sûr, la question de la langue se posait immédiatement. Bon, tout d'abord, la question du déchiffrement. Vous allez voir la difficulté de l'écriture hébraïque qui est très cursive, qui est une écriture de type séfarade vraiment cursive. C'était la première difficulté, bien sûr. Nous avons traversé à peu près cette étape. Et donc, cette année, nous avons étudié ce texte. Bon, nous avons étudié ce texte avec Ingrid depuis plusieurs années, mais cette année aussi avec un groupe d'élèves à l'école pratique des hautes études. Plusieurs sont ici et je dois vous dire que ces textes qui sont des textes pragmatiques, donc d'emblée, on pourrait se dire, ce n'est pas une belle histoire, il n'y a pas de princesses de dragons, mais je pense que tous ceux qui ont commencé à travailler sur ce texte ont vraiment apprécié la possibilité de comprendre la vie quotidienne, les échanges au quotidien et vraiment toucher à l'histoire des personnes qui sont derrière ce texte. Donc effectivement, nous avons 176 notes dont
en principe dans 3 différentes langues. Quand je commence à enseigner la paléographie hébraïque à mes élèves, chaque année, je commence par, quand vous ouvrez un manuscrit hébreu, en caractère hébreu, vous ne savez jamais sur quelle langue vous allez tomber. Donc c'est très 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 important parce que l'écriture hébraïque sert à écrire plusieurs langues, ce que nous avons vu maintenant ici, aujourd'hui. Donc 3 différentes langues, 43 personnes, 43 scribes. Nous avons 140, vous les avez ici, 140 notes, ce sont des notes assez courtes en arabe que nous pensons est un arabe dialectal majorquin. La question se pose, à quel point cet arabe est spécifiquement juif? C'est une question. Il y a beaucoup de questions que je vais poser moi-même, peut-être sans toujours répondre. Donc il y a 33 scribes, donc vraiment la majorité, donc plus de 76% qui ont utilisé l'arabe. 22 de ces notes sont en catalan, encore une fois catalan majorquin. Peut-être, c'est assez difficile de parler des dialectes avec des notes assez courtes, les notes aussi assez techniques, parce qu'il s'agit vraiment d'un langage technique avec les expressions figées. Seulement 14 sont en hébreu, mais il y a des notes en hébreu. Donc quand nous parlons des langues juives ou la langue des juifs, nous incluons l'hébreu parmi ces langues, bien entendu. Donc nous avons 3 langues principales. À quel point ces langues sont spécifiquement juives? C'est difficile à dire avec ces documents de la fin du Moyen-Âge. Ce qui est certain, c'est que l'écriture hébraïque et l'identité de leurs scribes, même convertis, les rend certainement, leur donne cette identité juive. Mais du point de vue linguistique, si nous éliminons l'hébreu, c'est assez difficile de dire qu'il s'agit vraiment d'un dialecte juif spécifique. Mais il s'agit certainement d'une langue ou d'un dialecte. Nous savons tous qu'une langue, c'est un dialecte qui a réussi, n'est-ce pas? Donc une langue ou dialecte qui a été parlée, utilisée par des juifs de Majorque à ce moment de l'histoire, de même que les catalans. Et l'hébreu, probablement, en tant qu'une langue savante. Voilà, donc nous avons des exemples de textes en hébreu. C'est toujours les mêmes types d'écriture très cursive que vous voyez ici, assez difficile à déchiffrer. Il n'y a pas vraiment de différence entre les types ou sous-types des écritures qui sont utilisées pour la langue arabe, catalane ou hébraïque. Il y a des différences énormes des scribes. Il s'agit des écritures personnelles. Nous avons des documents donc aussi principalement en arabe et des documents en catalan, donc vous pouvez apprécier la diversité des langues. Donc nous avons vraiment une diversité linguistique. Cependant, quand je vous dis que ce sont des documents en hébreu, en arabe ou en catalan, en caractère hébreu toujours, ce n'est pas tout à fait correct parce que nous assistons quand même à un mélange de langues. Donc, par exemple, nous allons parler de chartes farsi, de documents farsi, c'est-à-dire nous avons une langue qui est déjà écrite, même si c'est de l'hébreu, on s'attend à l'écriture hébraïque, mais nous pouvons avoir l'arabe ou le catalan en caractère hébreu, et nous avons l'ajout des autres langues dans cette langue qui est écrite. Donc ici, nous avons un exemple d'hébreu, mais dans cette langue hébraïque, nous avons des mots catalans qui sont ajoutés. Par exemple, orot en hébreu, les pots, aguines, donc comment on dirait en catalan, je ne sais pas si ma prononciation est correcte, mais voilà, des pots d'agneau. Le mot pot est en hébreu, mais agneau est en catalan, ainsi que les noms des mois. Les dates sont données en donnant les noms des mois en catalan, le mois de juin ici. Donc vous voyez, le texte est en hébreu, mais il y a quand même des mots catalans qui interviennent assez souvent. De même, dans l'arabe. Dans l'arabe, nous avons des termes catalans. Ici, vous avez un texte qui est en principe en arabe, mais vous allez voir encore une fois que des termes, surtout des termes techniques qui concernent le commerce et l'organisation des registres. Ici, il s'agit de paiements en liquide, donc en argent comptant, ou bien, encore une fois, des noms des mois. Les noms des mois sont toujours en catalan. Et donc, on peut se poser la question, donc, est-ce qu'on peut parler d'une judéo-langue? Est-ce que ces textes sont en hébreu,
en arabe ou en catalan. Nous avons effectivement des mélanges linguistiques. Donc parfois, quand nous parlons des langues juives, la définition sera l'emploi des caractères hébreux, c'est certainement le cas ici, mais aussi l'emploi des mots hébreux. Donc effectivement, nous avons dans un texte ici en judéo-arabe, nous avons quelques mots en hébreu. Donc le mot ed, témoin, edim au pluriel, apparaît dans le texte en arabe, en hébreu. Donc nous avons un mélange arabe-hébreu cette fois-ci. Et nous avons également le nom pour les monnaies, prachim. Prachim, c'était de florins de Florence. En hébreu, on disait prachim, donc les fleurs, pour désigner étymologiquement les florins de Florence. Donc voilà, donc nous avons prachim, le mot prachim en hébreu. Donc là, nous avons l'arabe avec de l'hébreu. Ça correspond parfaitement à ce qu'on appelle une langue juive, c'est-à-dire une langue vernaculaire avec des mots d'hébreu et écrites en caractère hébreu. Mais nous avons vu le contraire également. Donc nous avons des textes en hébreu qui sont farcis avec du catalan et parfois avec des mots en arabe. Dans ce document-là, en plus, nous avons le mot pour dire monsieur qui est en catalan. Donc nous avons vraiment toutes les trois langues dans la même langue. Donc à quel point cette langue est une langue juive, c'est difficile à dire. Est-ce que nous pouvons définir le dialecte qui est représenté? Nous pouvons le définir clairement. Il y a quelques caractéristiques, surtout les caractéristiques d'orthographe ou de prononciation, qui nous montrent que les dialectes, par exemple, de l'arabe, là je vais parler un tout petit peu en 3 minutes qui me restent de l'arabe, donc nous avons effectivement quelques caractéristiques qui prouvent qu'il s'agit d'un dialecte. Il ne s'agit pas de l'arabe classique, c'est certain. Est-ce qu'il s'agit d'un dialecte typiquement juif? C'est pas clair. Il est tout à fait possible que les juifs de l'île parlaient la même langue que les autres, en employant parfois les mots spécifiques de l'hébreu. C'est comme aujourd'hui, parfois on dit « c'est le Shabbat, je vais à la choule ». D'accord? En français, est-ce que ça fait de mon expression le judéo-français? Je ne sais pas. Donc il y a clairement l'utilisation des mots étrangers à l'intérieur de cette langue, mais du point de vue de sa structure, bien sûr, et au-delà de l'alphabet, la langue est tout à fait, je pense qu'elle était intelligible pour les locuteurs majorquins de l'arabe, parce que l'arabe a continué à être utilisé sur l'île assez longtemps. Donc, juste très rapidement pour vous parler de quelques caractéristiques de ces dialectes arabes, donc ceux qui connaissent le judéo-marocain, par exemple, même si nous sommes dans les îles Baléares, mais c'est très similaire en fait aux caractéristiques du judéo-arabe de l'Afrique du Nord, certains dialectes de l'Afrique du Nord. Donc, nous avons par exemple les voyelles qui sont représentées par les matres lectionis, par les aleph ou par les yud parfois, quand ça ne correspond pas à la grammaire classique de l'arabe. Par exemple, kabada, ça se dit kabad, ici écrit avec un kaf, au moment où on s'attendrait à un kof. Donc l'orthographe n'est pas le point fort, mais en même temps, l'orthographe, c'est aussi la réflexion de la manière dont les mots sont prononcés. Donc nous pouvons effectivement, à travers cette transcription et la différence de l'orthographe du même mot, essayer de comprendre comment les mots étaient réellement prononcés. Donc vous avez d'autres exemples, beaucoup d'exemples de ces aleph, hak qui arrivent, qui ne devraient pas être là, c'est-à-dire dans la grammaire, l'étymologie du mot, nous n'avons pas des voyelles longues de l'arabe. Donc voilà, il y a également des confusions, des omissions des voyelles étymologiques. Donc nous avons parfois les voyelles qui sont désignées par une mater lectionis comme aleph, là où on ne devrait pas en avoir, mais au contraire, parfois là où on s'attend, il n'y a pas de voyelles. Et c'est assez caractéristique et aussi correspond à la prononciation. Donc c'est par exemple le cas du mot ken, qui est en fait le mot kana, donc a été, donc le verbe être, tout à fait classique. Comme vous le voyez ici, d'ailleurs 2 fois dans ce manuscrit, il est écrit avec un kof au lieu d'un kaf, donc c'est le contraire de kabada que je vous ai montré tout à l'heure, et sans voyelle aleph, qui devrait y être. Voilà, donc nous avons effectivement quelques caractéristiques d'orthographe, mais ces caractéristiques d'orthographe probablement reflètent également la prononciation au quotidien. Donc ici je vous ai donné des manières différentes dans nos manuscrits de transcrire
le mot « j'ai reçu », kabattu, en arabe classique. Donc vous voyez la multiplicité de possibilités d'écrire ce mot qui reflète probablement non seulement l'orthographe qui est assez libre, nous sommes au Moyen-Âge, personne ne forçait les gens d'écrire d'une manière toujours stricte, mais voilà aussi la prononciation. Donc l'arabe était la langue majoritaire, l'hébreu utilisé modestement. Il y a beaucoup de cas de ce que nous appelons les code switching, c'est-à-dire quand nous passons à un sujet un peu différent, par exemple le type de transaction, on va surtout passer au catalan, qui était quand même la langue officielle et la langue des communications, probablement avec la compagnie d'Attigny, même si c'était toscan, ils apprenaient vite le catalan pour pouvoir vivre dans ce monde-là. Donc des termes techniques des commerces, des monnaies, des poids sont surtout en catalan. Mais il y a quelque chose de très intéressant, et avec cet exemple, j'ai fini parce que je pense, j'ai 2 minutes encore. Voilà, donc j'ai fini avec cet exemple. Et nous pouvons nous dire que ces personnes, chaque personne avait sa langue d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y avait peut-être les Catalans qui étaient la langue de tout le monde, même si l'arabe était encore parlé sur l'île de Majorque, mais on s'attendrait qu'une personne juive ou convertie, utilisant l'arabe, donc l'arabe est utilisé par cette personne, parce que cette langue, lui, est la plus proche, n'est-ce pas? C'est sa langue vernaculaire. Là, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Pere Mikel, après sa conversion. C'était un courtier, donc appelé en arabe Dalal. Nous avons plusieurs écritures de sa main. Donc, il écrivait en hébreu, dans une écriture très, très, très entraînée. Et quand il écrit en écriture hébraïque, dans les registres, il écrit toujours en arabe. Mais quand il écrit en catalan, qu'il a dû apprendre à un certain moment, quand il écrit en écriture latine, la langue de l'écriture, elle est catalan. Donc en fait, il maîtrise les 2 langues parfaitement. Et c'est le choix de l'écriture, d'une certaine manière, qui est lié avec le choix de la langue. Donc ce que je voudrais souligner ici, pour terminer, c'est que nous sommes devant un monde extrêmement complexe, plurilingue. Il ne s'agit pas d'une dichotomie, l'hébreu à la synagogue, langue vernaculaire écrite en caractère hébraïque dans la vie quotidienne. Bien au contraire, nous avons la coexistence de plusieurs langues et des personnes qui vivent dans ce monde multilingue et qui écrivent dans les langues différentes, aussi bien pour... donc, ils utilisent l'écriture hébraïque qui est un signe d'identité, donc ils s'identifient en tant que juifs, même convertis, ils continuent à utiliser l'écriture hébraïque en tant que juifs, mais en même temps, l'utilisation de ces langues différentes leur permet d'aller vers les autres. Ce sont vraiment des langues de contact. Merci beaucoup. Merci à Ingrid merci Ingrid et Judith pour cette contribution si précieuse dans le cadre de notre réflexion d'aujourd'hui sur les rapports entre judéolangue et ou comme langue de juifs et des juives, sans mentionner les faits d'avoir réussi les défis de rendre passionnante la comptabilité à partie double. J'imagine qu'il y a plein de questions, donc maintenant j'ouvre la salle. Merci. Alors, merci. C'est évidemment très, très passionnant et très, très difficile. Et ça montre aussi que ce qu'on appelle, entre guillemets, Moyen-Âge, c'est un âge d'ouverture, de contact, de pluralisme, de pluralité, et que la modernité, je schématise, je m'occupe de modernité, malheureusement, était une formidable fermeture avec les langues standards nationales, etc. Donc, ces gens-là avaient une capacité neuronale bien plus rapide et plus complexe, je dirais. Il faut aussi considérer, cela dit, qu'à part Pere et Mikel, ce n'étaient pas des lettrés. Donc, ils avaient un niveau d'alphabétisation et de literacy relativement, enfin, pas au niveau d'un académicien, d'un notaire, d'un médecin. Donc, s'il y a des problèmes de graphie par rapport à la prononciation standard, ce n'est pas surprenant, je crois. Sauf si c'était vraiment la prononciation.
et même en considérant le fait que c'était très instable, la graphie, n'est-ce pas, à l'époque. Et cela a été justement jusqu'à la modernité. Et bien, au XVIe siècle encore, on écrivait de plusieurs façons. Et je me demande si la Sicile n'est pas un autre exemple de ce contact entre différentes langues, comme on voit dans les testaments, dans les listes de biens légués, les inventaires entre l'arabe, l'hébreu, le latin, le sicilien, et si ça ne peut pas constituer une sorte de référence par comparaison. Voilà. Moi, je vais répondre rapidement sur la Sicile. Oui, Henri Bresque l'a bien montré aussi dans ses travaux. Et c'est aussi un lieu où l'arabe est resté très profondément parlé par les communautés juives. Hein, certainement lié, les deux, on peut les mettre en parallèle, hein, certainement lié à cette insularité qui fait que ça permet une conservation plus forte, hein, d'une identité. Et cette identité insulaire a permis le maintien de la langue, hein, parce que c'est à Majorque que la conquête chrétienne a lieu dans les années 1229-1230. Et là, on est quand même en 1390 ou 1400, et l'arabe est toujours parlé. On voit dans les écrits un rabbin de Majorque qui écrit donc en caractère hébraïque, mais la langue est l'arabe. Hein. Et Henri Bresque fait un constat similaire pour la Sicile pour la fin du XVe siècle. Hein. Oui, c'est vrai, c'est très intéressant. J'étais assez étonnée que l'hébreu était si peu représenté dans ces écrits. Donc effectivement, c'est l'arabe qui était la principale langue qui est utilisée par des juifs ici. Maintenant, l'arabe, effectivement, donc l'arabe, depuis la conquête définitive de Majorque par les Arabes au Xe siècle, donc effectivement, cette langue est très bien implantée, surtout dans la population juive. Donc nous sommes effectivement ici 150 ans après la reconquête chrétienne, avec le catalan qui arrive, qui est la langue d'administration, mais les juifs continuent à parler l'arabe. Moi, je pense que les autres aussi, que les juifs ne sont pas les seuls qui parlent l'arabe, mais ils vont garder cette langue effectivement. Maintenant, la grande question qui se pose aussi, c'est à la fois, comme pour la Sicile d'ailleurs, c'est la même question. C'est très insulaire, d'accord. Donc il y a cette identité, les langues demeurent. Mais en même temps, c'est insulaire. Mais il y a quand même des contacts. Donc la Sicile aura des contacts avec la Tunisie en permanence. De même que Majorque a des contacts avec le Maroc, l'Algérie, Tunisie également en permanence. Alors à quel point cet arabe va rester le même, une sorte de musée de la langue, et à quel point, au contraire, ce contact quotidien, ce que Ingrid montre dans son livre, que les gens vraiment passaient sur les bateaux, ils étaient nouveaux chrétiens à Majorque et ils redevenaient juifs quand ils étaient au Maroc. Et ça s'est passé en une journée. Donc, ils parlaient arabe de deux côtés. Et donc, est-ce qu'il y avait une différence vraiment de la manière de parler? Donc, nous avons ces Majorquins qui continuent, mais en même temps, nous avons des contacts. Ce sont toujours des langues de contact. Et puis dans ces registres, il y a aussi une partie des personnes qui sont d'opulents marchands nord-africains. Hein, on a aussi des écritures, pas uniquement de juifs majorcains, hein, mais de juifs nord-africains qui viennent commercer à Majorque et qui écrivent aussi dans les registres. Voilà. On prendra juste une dernière question qui va nous permettre de résoudre un petit souci technique. Merci. D'abord, merci à vos deux interventions magnifiques, passionnantes. J'aurais une question concernant l'écriture. À toi, Judith, en tant que paléographe, il s'agit de cursive. Est-ce qu'il y a eu des différences entre les différentes cursives que vous nous avez montrées et quelles sont les caractéristiques? Et par rapport aux matrices sélectionnistes que tu as évoquées, c'est très intéressant comment les Juifs s'adaptent et adaptent leur écriture au langage parlé ou autre, enfin, bon, à la culture peut-être aussi. En tout cas, il y a une adaptation de la langue à la réalité culturelle et économique apparemment. Est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur les matrices sélectionnistes que tu as évoquées et lesquelles
Et combien y en a-t-il? Est-ce qu'elles sont les mêmes et récurrentes partout? Et quelques mots sur la cursive. Est-ce que c'est la même cursive à chaque fois ou c'est une autre? Et tu as parlé aussi de scribes. Est-ce que vraiment ils ont pris des scribes ou c'est le marchand lui-même qui savait écrire? Ah non, c'est le marchand lui-même. Donc quand j'ai utilisé le mot scribe, 43 sont 43 personnes qui écrivent. Non, non. Ah oui, d'accord. Ce ne sont pas dans le judaïsme, c'est très difficile de parler des scribes professionnels. Les gens sont très lettrés. Donc à l'époque médiévale, les garçons vont tous à l'école, donc ils savent lire et écrire. Donc les gens, les marchands, et surtout les marchands, donc on le voit très bien dans la Geniza du Caire, écrire et compter fait partie de l'apprentissage. C'est très important, donc non seulement pour la synagogue, pour la liturgie, mais aussi pour écrire des lettres de commerce. C'est très important. Le commerce international, aussi bien dans la Geniza du Caire que pour les juifs et pour les non-juifs. Ingrid nous a montré la Geniza d'Attigny, c'est incroyable. Donc les échanges commerciaux sont accompagnés de l'écriture des lettres. On ne peut pas imaginer le commerce international qui est très dynamique à l'époque médiévale, à travers la Méditerranée, sans cet échange de lettres qui va avec parfois 5 copies de la même lettre, je parle de la Geniza du Caire, ont été envoyées pour s'assurer que le destinataire sait bien quel est le taux d'échange à Kérouan, quand il reçoit la lettre à Fustat. Et c'est la même chose pour l'Afrique du Nord et Majorque, c'est-à-dire l'écriture est essentielle. Donc cette écriture est essentielle pour tous les commerçants. Ce ne sont pas des scribes professionnels. Maintenant, certains ont une éducation plus rabbinique, je dirais. Donc effectivement, les mains sont plus régulières. L'orthographe est aussi plus régulier, c'est-à-dire le même scribe écrit parfois le même mot de la même manière. C'est rare, mais ça arrive. Donc il y a des niveaux clairement d'éducation scribale différentes. Il y a certains qui écrivent moins joliment que les autres. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas lettrés. Écrire, c'est un art. Pas tout le monde est un artiste. Donc effectivement, ça dépend. Donc, du point de vue typologique, ce sont toujours des écritures cursives séfarades du tournant du XIVe et XVe siècle. Certaines de ces écritures ressemblent plus à ce qu'on s'attendrait des écritures catalanes. Et les autres, au contraire, ressemblent au début des écritures de maghrébines cursives de l'époque moderne, ce que nous trouverons à l'époque moderne. Mais les différences, c'est une longue histoire, mais la différence est plutôt la différence des scribes et de leur entraînement personnel. Du point de vue typologique, toutes ces écritures sont cursives séfarades. Et pour l'orthographe, alors effectivement, donc tu as les matres sectionis, tu peux avoir un aleph, par exemple an, ou voilà, donc c'est juste ein et nun. Normalement, tu peux avoir écrit avec un aleph ou avec un yud, parce que ça se disait n. Donc il y avait un e dans la prononciation. Pour le i ou pour le e? Donc, tu peux avoir le aleph et le i pour le même mot, parfois par le même scribe, mais mes étudiants qui parlent plusieurs dialectes arabes m'ont assuré que ça se disait e de toute façon, n. Oui. Donc voilà, donc ils pouvaient l'écrire avec un aleph ou avec un yud. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est à nous de voir. Donc comment déchiffrer la prononciation derrière à partir de ces transcriptions qui sont disparates, c'est une autre question, mais ça ne nous étonne pas du tout pour l'époque médiévale. Bienvenue à la dernière séance de cet après-midi. Et je donne tout de suite la parole à Julia Krivorushko, qui est Research Associate dans l'unité de recherche de la Taylor Schechter Geniza. Elle enseigne le judéo-grec, comme on l'a vu, dans la Oxford School of Rare Languages. Elle s'intéresse et elle a publié extensivement sur les contacts entre le grec et les langues slaves et sémitiques, sur la dialectologie grecque, sur les textes en judéo-grec, et sur la lexicologie et la lexicographie grecque. Et aujourd'hui,
Elle nous parlera en anglais sur les late medieval, early modern Judo-Greek biblical translations and the language varieties of contemporaneous Greek. Merci. Well, I do apologize for speaking in English, but the consolation is that most slides will be in French. So, because, well, it was my selection, and also because most of people working in the field actually happened to write in French on this or other stage of their life. The purpose of this talk is to give you some idea about the background, that is the historical state in which the field finds itself nowadays, to express some of my own notes about what has been told previously, and to think about the prospects of the development of this field. First of all, as you perhaps may know, most of Judo-Greek material which we have in our Geniza collections is in fact extremely tiny. Those are glosses, very well separate phrases of a couple of words. There is only one serious translation of Ecclesiastes, and very, very few insertions in major rabbinical literature of that period, which can be used for any linguistic research. And then, with the advent of late Middle Ages and early modern period, happens something quite extraordinary. That is, suddenly we have very large texts, and completely which exceed by in their size very many other works of in Jewish languages. And of course the major of them, the elephant in the room, is the Constantinople Pentateuch, which was published in 1547 in Constantinople by a member of a famous Soncino family. And, well, there is a background about this book. It is on Academia, my own article. So if you are interested, you can have a look on that. And since those are 5 books of Pentateuch, of course, they are very rich material as to what one may eventually learn about it linguistically. The research, it was discovered in the end of in 19th century, and the first and the only to our until nowadays edition of this work was made by Dutch scholar Dirk Christian Hesseling in 1897. He was not very happy and not quite sure, as you can see from those quotations adduced, that what actually he saw in this text. But he was a well-prepared linguist and a relative of well-known French dialectologist Pernod. He had good linguistic education, with very wide interests, and he insisted on continuing on and finalizing his work, notwithstanding the fact that he was in rather serious conflict with another scholar dealing with the same text called Menachem or Lazare Beleli. When we think about what actually was the result of this discussion and what conclusions were made by different people as to Constantinople Pentateuch, first of all, of course, they were all very much confused. There was a little bit too much material for people to deal with and to feel comfortable with that. So no less, not only Hesseling wrote whatever he wrote, but he also wasn't sure whether he can locate this text in any sense. And even the most important distinctions between northern and southern Greek dialects couldn't be actually easily attributed to this text. So he concluded that it is a monument de langue commune, and this langue commune was interpreted in 19th century in rather literary sense. That is, what is langue commune which combines south with east? It is a langue of a great city in which the inhabitants which used to live on south and east all meet together, and this creates some kind of langue commune.
This idea was further accepted by very many historians of Greek language, including Henri Tonnet, Browning, and many others. I call it the mixed Constantinopolitan hypothesis or theory, or whatever. Of course, not everyone was happy with this vague idea of having a combination of all possible features thrown together into one text. In particular, Bellelli, Hesseling's competitor, was quite sure that yes, of course, there is some kind of mixture, but there should be one person, and consequently, this person can be localized and dated. He wrote it in more or less clear fashion otherwise. Of course, if we understand author as somebody who shapes the text, then, of course, we cannot say that Constantinopolitan Pentateuch had one author. First of all, because in 16th century, we know, or at least this is the common opinion, that the books were printed from a manuscript. Then the person who was, which is called Druckvorlage, anyway, the major manuscript from which the edition was made. Then the person responsible of the text would correct the text while it was still in the process of printing, like correzioni su torchio or whatever it's called, yes, corrections on press. It was done through reading the text and parallelly checking something. In Constantinopolitan Pentateuch, we have the parts which are corrected in Genesis and in Numbers, and there are some parts which are corrected partially, and that is in which some corrections are done and some corrections aren't. Because the corrections have very clear linguistic, not very clear, but anyway, the corrections have linguistic profile distinct from the main text. This is already obvious that Bellelli's idea wasn't very true. Also, personally, I would note that, of course, with all my respect to the admirable capacity of Hesseling as an editor, he counted 137 corrections in the text. I think 138, in fact, but anyway. But if one thinks about the contemporaneous Greek texts, that is the mainstream Greek texts, in which we actually have the Druckvorlage and we have the print, and we can compare between two, we see quite interesting stories. That is, for instance, Theseida, which was a poem in 1529, which was edited by Enrica Foglieri, I think, in somewhere late 50s, and she thought that there are 70 corrections made. Then there was Winterbrand, and he counted something around 100. And then there was Stefanos Kaklamanis, who actually did the whole job, and he found 500 corrections. So this number, 137 corrections, is good, but it of course doesn't mean that this is the actual state of the text which we should trust. This is still the work to be done. Okay, so apart from those who thought that there is some kind of mixture, there were people who tended to think that the Constantinople Pentateuch is actually Constantinopolitan. What does it mean? It means that it reproduces the dialectal features of northern Greece, that is Thrace, Propontida, Asia Minor, the regions near Constantinople, which are reflected specifically in some such phenomena as insertion of the glide year in forms like Ethien for Ethen, he saw, she saw, and Thio, subjunctive, conjunct, whatever, for Tho, and so on and so forth. This is noticed by the majority of researchers. The late Peter Markridge, which with him I had an opportunity to discuss this topic before he unfortunately passed away, he thought that this is the major phenomenon which points on the local origin of the text.
Nick Nicholas wrote his dissertation about the use of connectors in the text. It is online. And Brian Joseph wrote about the use of infinitive in Constantinople Pentateuch, a great part of his dissertation. Currently, the group of crypto-Greeks of Pontic speakers has been discovered in Turkey, and the recent expeditions by Citaridou and her companions from Cambridge discovered that actually, yes, there are still Pontic dialects, which we knew anyway from theoretical descriptions, but it's very nice to discover that in the 21st century we still have an infinitive used in Greek. Yes, so this is kind of northern feature which was presumably should prove that Constantinople Pentateuch was written in Constantinople. To make the story even more nice, there is a hypothesis which says, formulated by Georges Dretta in 2006 and published 2007, that this text is actually originates from somewhere Corfu and Yanina. That is from the northwestern part of the Greek-speaking continent and the adjacent island. What is the argumentation for that? The argumentation is that there is such thing as synticheno, translating the verb ledaber. Synticheno is, as you can see, you guess from ancient Greek, is a compound of sun and tuche. That is, its original name is, original meaning is, fall occasionally on someone and start communicating, and that's what we found in mainland Greece, that is Peloponnese, Arcadia, further on to Aetolia, and further on a little bit. But generally, I have very carefully looked through all this material, and I found that synticheno is used with the in the meaning of talk in, I start circularly, in Thrace, Propontida, Pontus, Cappadocia, Samothrace, Imbros, Lemnos, Lesbos, Chios, Samos, Kos, Nisyros, Tylos, Rhodos, Carpathos, Astipalea, Thyra, Kythera, Naxos, Paros, Mykonos, Andros, Aeginas, Kyros, Portaria, which is Neapolis. What is conspicuously absent in this list is precisely the places in which Drettas believed that Constantinopolitan Pentateuch should have been written. That is Epirus and Corfu. The other argument was that there are presumably such such adverbs which are used in Theo. This is not for you to read, because I understand that spoiling your eyes on reading all this is quite a difficult thing in its late. This is a lemma taken from Kriaras, the medieval Greek dictionary, and I put it here only for one purpose, to show you that actually all those meanings are illustrated by one text only, which is Constantinople Pentateuch, and only if you reach somewhere on the bottom of this list, you see that there is actually another text like the Aegisthus Alexandrou, which is also present. What it shows that unfortunately the state of medieval Greek lexicography, early modern Greek lexicography, is still very tragic and maybe not very tragic, I'm exaggerating. Anyway, it's not good, because if you look on such presentation, you would really think that this form is very typical for Constantinople Pentateuch. As a matter of fact, it is not, because it is found in great abundance in many other places, such as Cyprus and Crete. I deliberately put here the examples of erotic poetry, not so much as to entertain the public, because we had already some entertainment here, but because of to show that it is actually a quite low-level vocabulary, which tells us something about into which language level or register the Constantinople Pentateuch has been translated.
Another example is taken from Voliton Politikon, which doesn't mean a council of politicians, but actually a council of public women, that is, prostitutes. Why I like this particular example? Because this work has been preserved in a number of manuscripts, and about the last of them, there is a research made by Hatziokumis, who has established that this was a Iakovos of Nisiros. It is a manuscript currently in Naples, who was active. We know quite a lot about him. Who was active in 1523 and then up to 1560. So he was active precisely in the period in which Constantinople Pentateuch was printed. And I do not want here to state what was the actual original variant of Voliton Politikon, whether it was a pano which was transformed or changed into a panothio. What only I want to say that a scribe who was from Dodekanissos, he wrote this form epanothio in the same approximately period in which Constantinople Pentateuch was printed, and it was not in Epirus and it wasn't on Corfu. You will ask me why should somebody entertain such hypotheses which evidently have very little practical proof to them. Well, this is quite explainable. It is because the Western origin of medieval Judeo-Greek literature is something which has deep roots. First of all, we know that in Hexapla of origin there was such thing called Quinta, which presumably was written in Nicopolis, which is quite near Preveza and near Corfu and near Ioannina. And of course there is such thing as Book of Jonah. There is known in its two manuscripts, one currently in England and another in Italy, one slightly earlier, another slightly later, and sorry. And about this nice, the material regarding these manuscripts you can find in a dissertation by Giacomo Corazol, which we are all waiting to be published, and this was attributed to Corfu dialect, actually without any proof whatsoever. That is, if the previous hypothesis which I was mentioning to you could have such, at least some shadow of proof or some shadow of logical constructions which can provide localization and historical, geographical and historical. Here it was just dropped as a hypothesis, and very strangely the hypothesis became accepted rather widely. Of course, Bellelli couldn't, as he usually did, agree with anything which was suggested. He was a native of Corfu, so some people actually did believe it, but it didn't persuade many others. And of course, there were people who tried to prove that Book of Jonah, Judeo-Greek translation of, well, evidently something after 12th century, maybe around. I here don't want to go into the problem of dating of this thing because I'll go to this later. There are also opinions who were trying to persuade their readers that it was done in the Aegean, again without any argumentation of any kind. Yeah, and those are, Hessling is really very moderate in his conclusions and always very concerned not to overdo anything. Now, what are, you may say that all the things which we have heard now, they actually evidence some very weird state of this field of research, because the conclusions are made in the ways which is almost always impressionistic and not backed by any serious arguments. What happened in the last 10-15 years, and whether this situation has changed, and if yes, into what directions, and what are our prospects? First of all,
well, pro domo suo. I wasn't a member of this team, but we had in Cambridge a major work of grammar of medieval Greek, 4 volumes, which is called Cambridge History of Early Modern Greek, which was made on the basis of texts of all available to that moment editions, including, very importantly, the editions of non-literary works, which gives a more realistic picture of the language material we are dealing with. Unfortunately, the dialects are, or the local factor is taken into consideration. That is, you will always find some kind of commentary about where and from where this comes, specific form comes, but generally it is completely descriptive. That is, you will get a list of forms. You will be told that those are the popular forms, and there will be some forms which are listed as well, if not exceptions, but then marginalized forms. The recent 10-15 years have been also remarkable in the desire to form some kind of concept of early modern Greek koine. If the koine, kini, whatever, however you pronounce it, as it was thought about in 19th century, was thought about as a continuation of Hellenistic kini. Nowadays, it is rethought as being a part of, should I say, the language of emerging modern society. That is, it's completely unrelated to Hellenistic koine. It is generated as in this process of creating the new literature. And of course, a great part of this literature is, of course, imitation of some kind of Western prototypes and Eastern prototypes. But anyway, this mixture is now considered to be an early modern Greek koine. People write quite a lot about this, and this autumn is supposedly, we will have a conference about this topic in Thessaloniki. Why and how this koine actually emerged? I will put it, well, I apologize for Greek, but this is a good history of Greek language, and it says, second half of the 15th century puts the boundary to vulgar Greek prose with the emergence of the texts in simple popular language, and I have put it in yellow, of religious and ethical didactic nature, content. And this was done because of the necessity which was felt by the church, presumably, for approaching its audience, that is the folk, the simple people. One may understand that actually, even if this of course is written about the mainstream Greek literature, but it is absolutely true also with regard to Judeo-Greek. I would like to read a rather long quotation from, okay, this will be the last, from a work discussing diglossia and register variation in early modern Greek. And it says the following: vulgar vernacular texts share the following common characteristics. First, they are normally transmitted anonymously. Second, there is a considerable chronological gap of more than 1 century in many cases that can be observed between the date of composition and the time their transmission in manuscript begins. Third, they do not represent fixed texts. We can observe considerable variation both in existence of altogether different versions of individual text and in wording between individual witnesses transmitting the same text. Fourth, they are composed in non-standardized, so-called mixed or macaronic language, incorporating vernacular and learned elements. I will not continue further because I'm not sure, actually I'm sure the opposite, that the learned elements and popular elements are not the same things when you are talking about Christian and Greek, and Jewish Greek texts.
As a result of such approach, there is of course no longer fashionable in Greek linguistics to make critical editions. We rather do parallel textual editions in which we just present those individual versions of text running one on the side of the other. And of course, our desiderata. It is very good to have clear purpose. That is, if you think that there is a text which was transmitted, you may presume that there were scribes which tried to modify it from dialect A into dialect B, or reinvent dialect A if it was of some authority through hypercorrections and inventing such forms and so on and so forth. But this is if you really believe that such text in prototext existed and it was of importance. If you don't think so, you shouldn't actually strive to achieve this unattainable and probably senseless purpose. Philological work is, of course, the work related to the establishment of the actual textual variants, which I have mentioned before. And, of course, more corpora, because we have the old nice TLG, Thesaurus Linguae Graecae, constantly enriched by modern and early modern Greek texts. We have corpus of Greek linguistics, which is done by the Center of Greek Language, and we have numerous anthologies, albeit not in electronic versions, but they can be transformed into such. And very recently, we have Kakoulidi Pano with very just this year, a couple of months ago. And we have quite large anthologies which actually have facsimile editions, which we have never had before. So we have very good chances to overcome this bizarre situation of the end of 19th and beginning of 20th century, which I have presented in the first part of my talk. Thank you for your attention. Merci beaucoup, Julia, pour ta communication. J'ouvre la salle s'il y a des questions. C'était un sujet très technique, peut-être, mais non. Alors, pour la dernière communication, j'invite Alessandro Huetta, professeur de philosophie et pensée juive à l'INALCO et ancien directeur du CERMOM, qui va discuter, débattre, dialoguer avec Claudia Rosenzweig, qui enseigne dans le département de littérature du peuple juif de Bar-Ilan à Ramat Gan, et dont les domaines principaux de recherche est la culture yiddish avant la Haskalah. Et Alessandro et Claudia vont discuter autour d'un livre récemment publié par Alessandro, publié en 2022. Le livre s'intitule An Ancient Psalm, A Modern Song, Italian Translations of Hebrew Literature in the Early Modern Period, paru chez Brill. Et le titre de leur dialogue et les traductions de l'hébreu vers l'italien littéraire et vers le yiddish à la première époque moderne. Merci Alessandro. Merci beaucoup. Ça marche, non ça marche? Oui. Bon, merci beaucoup Giacomo. Donc je ne sais pas comment marche le dialogue. Je propose, si Claudia est d'accord, si tu en es d'accord, je fais une partie de mon exposé et Claudia fait une partie du sien et puis une deuxième partie on arrête. Là, on n'a pas beaucoup de temps et voilà.
Donc ce n'est pas par hasard qu'on est en dialogue avec Claudia Rosenzweig, ce n'est pas parce que nous sommes amis, parce que nous sommes italiens, mais c'est parce que vous verrez, et Claudia vous en parlera, les liens qu'il y a entre le yiddish et l'Italie qui ne sont pas très connus. Et je dois dire aussi une petite anecdote, il y a beaucoup d'anecdotes dans nos travaux. Un jour, à la Bibliothèque nationale de Jérusalem, en cherchant parmi les usuels, j'ai vu un catalogue des imprimés yiddish et j'ai vu qu'une grande partie des livres publiés en yiddish étaient exactement les mêmes textes, traduction de l'hébreu vers le yiddish étaient exactement les mêmes textes qui avaient été traduits exactement dans la même période de l'hébreu vers l'italien. Donc voilà une des raisons pour laquelle je crois nous sommes en dialogue avec Claudia. Je vais être très rapide. Je parlerai dans cette première partie, si Claudia est d'accord, de Bible et de liturgie, et de Tefillah. Et si elle veut bien, Claudia, elle peut réagir là-dessus. Et dans une deuxième partie plus courte, parce qu'il faut que la deuxième partie soit plus courte, n'est-ce pas? Je parlerai des livres de sagesse et Claudia, je pense, aura beaucoup de choses à dire parce qu'il y a effectivement des parallèles assez étonnants dans les traductions vers les deux langues. Donc, ce que vous voyez ici est le début de ma recherche parce que je fais un peu comme Jonas, je fais très rapidement le parcours, je retrace le parcours de ma recherche. J'ai commencé par ça, je ne me souviens plus comment, je suis tombé sur ce texte et vous pouvez peut-être lire Capo Decimo Ottavo, vous voyez, c'est une traduction en italien littéraire, en italien standard, du Guide des égarés de Maïmonide, faite à partir de l'hébreu bien entendu. Et si vous arriverez à lire, vous lisez un peu, c'est très intéressant. Donc on a et j'ai découvert donc cette traduction entière, complète, en bel italien, en caractère hébreu naturellement, du Guide des égarés de Maïmonide. Et je me suis amusé. Je n'étais pas du tout dans cette matière parce que j'ai vu émerger de l'hébreu l'italien. Ce n'était pas ce qu'on appelle judéo-italien, d'ailleurs, j'en parlerai tout de suite. C'était du bel italien. Tiens, la littérature italienne a un ouvrage inconnu. Effectivement, ce livre n'était pas totalement, ce codex, qu'il est seulement 2 exemplaires. Un corrigé par l'auteur et celui-ci qui a une copie définitive. Eh bien, vous verrez que ça ouvre à toute une série de découvertes que j'ai faites qui ont abouti à ce livre. Donc, c'est une quinzaine d'années de recherche. Alors, je fais encore un pas en arrière ou en avant chronologiquement, si on respecte le rythme réel de la recherche. Et, les Bibles. Alors, mon speech est sur le passage, et ma recherche est sur le passage de ce qu'on appelle judéo-italien vers l'italien littéraire au standard. Alors, j'essaie de montrer déjà ce qui se passe pour la Bible. Je vais être très approximatif, on n'a pas le temps de préciser. Ce que vous voyez ici est une des nombreuses traductions en ce qu'on appelle judéo-italien de la Bible. Alors, il y a des traductions intégrales de la Bible, il y a des traductions partielles de la Bible, elles sont toutes manuscrites, mais elles sont relativement nombreuses. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il n'y ait pas d'inventaire de ce genre d'ouvrage. Alors, elles sont en judéo-italien. Acceptons cette définition, judéo-italien. Alors, qu'est-ce que le judéo-italien? Attention, il y a au moins 2 judéo-italiens, mais il y en a plusieurs. Il y en a un judéo-italien qui est la langue de la traduction de la Bible et du Siddur et du formulaire des prières. Et puis, il y a les langues parlées, les idiomes et des textes écrits, etc. etc. Donc, moi, je me concentre sur le judéo-italien de la Bible et du livre du prière. Comme vous le savez, c'est une langue calque.
Ça, c'est la première chose. C'était typique de toutes les traductions entre guillemets prémodernes. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est bien écrit, etc. Or, attention, ce genre de texte, il faut que je sois forcément rapide, ce genre de texte n'est pas un texte indépendant. Ce n'est pas un texte littéraire. Ce n'est pas un texte qui peut se lire seul. C'est un texte qui doit se lire avec le texte hébraïque en face. Pourquoi ? Parce que c'est un texte qui sert pour reproduire et pour enseigner l'hébreu. Donc, ne cherchez pas le bel italien, ne cherchez pas la belle syntaxe, ne cherchez pas les belles formules. En revanche, cherchez la correspondance exacte et constante tout au long du texte biblique entre les mêmes mots en hébreu et les mêmes mots en italien, au prix de fausser le sens en italien, parce que ce qui compte est la correspondance. Là, vous voyez déjà un autre texte, mais j'en parlerai plus tard. Or, à un moment donné, il y a un passage, et vous voyez, ce petit exemple est une véritable révolution. Vous voyez que dans le même texte, nous sommes environ vers la fin la deuxième moitié du XVIe siècle. Hein, nous avons Bayomaou, traduit par Inesso tempo, ba c'est in, naturellement, et après la règle voudrait que Bannerot soit traduit par in li lucerni, parce que au mot ba doit toujours et systématiquement correspondre le même mot en italien, dans ce cas in, qui est la traduction principale de la préposition B. Or, le traducteur ou le copiste d'un maître prend la liberté de changer l'italien par rapport au sens du mot. Bannerot, ce n'est pas dans les lampes, dans les bougies, c'est par avec les bougies. Mais ça, c'est une révolution. Ce petit mot est une révolution. Cela dit, la fidélité au texte et à la série des mots dans l'ordre du texte, elle dure pendant très longtemps. Regardez dans 3 versions différentes de la Bible en italien, comment est rendu, on parle ici du livre de Tsefania, de Sophonie, du prophète Sophonie, et ce sont des exemples que j'ai vus dans la thèse de doctorat qui est en préparation de Bernardino Pitochelli, qui travaille justement sur les traductions en judéo-italien du livre de Sophonie de Tsefania et notre prophète. Alors regardez Derashuhu, en français on dit « ils l'ont recherché ». D'accord ? Alors regardez les 3 versions italiennes, ce qu'elles donnent. Rechiesero, c'est-à-dire ils demandèrent esso. Pourquoi esso après? C'est le COD, c'est le complément d'objet, parce que Derashuhu, darshu auto. Donc, on respecte parfaitement. Une deuxième, prendre la liberté, c'est une révolution, de dire lo richiesono. Mais ce n'est pas possible. L'élève ne s'y retrouve plus, parce que derashu, donc il faut un maître à côté qui lui explique. Une troisième version, il dit, allez, on essaye de reprendre tout ensemble, on le met en bon italien tout en respectant les mots. Le résultat du point de vue du bon italien est catastrophique. Recercoronolo, ok, mais au moins l'honneur est sauf. C'est-à-dire, on garde la tradition de la suite des mots en italien qui est parallèle à celle des mots hébraïques, tout en proposant un italien qui aille plus ou moins. Attention, quand je dis désastreux, je voudrais dire une chose très importante à mon avis. Moi, je m'occupe de l'italien littéraire. Je me suis occupé de l'italien littéraire. Mais c'est en travaillant sur l'italien littéraire que j'ai appris à estimer le so-called judéo-italien. Ce n'est pas un italien mal contrôlé, mal maîtrisé, un dialecte de l'Italie du centre, un peu barbare, etc. Ce n'est pas ça. C'est une véritable œuvre d'exégèse très précieuse, très précise et très riche. Et on pourrait en parler longuement. Alors, regardez ce qui se passe ici. Voyons plutôt ça.
Nous sommes au début du XVIIe siècle. Il y a un monsieur qui est connu de tout le monde, qui s'appelle Leone Modena, et c'est la modernité. Leone Modena, c'est la modernité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il dit, il nous faut une version moderne. Il nous faut une version moderne. Ça suffit, c'est italien, on ne maîtrise pas le vrai italien. Il y a un italien qui a fait ses preuves, je paraphrase ces mots, à peine. Il dit, c'est le toscan. Il faut arrêter d'être, il utilise cette phrase que je cite tout le temps depuis des années, il faut arrêter d'être peregrini abitanti dell'idioma italiano. Il faut arrêter d'être des habitants étrangers de la langue italienne. Adoptons donc le bon italien standard, et on est à l'époque où l'italien s'impose, commence à s'imposer comme langue nationale, et il écrit donc une traduction de la Bible. Non, il n'écrit pas une traduction de la Bible. Il ne pouvait plus, hélas, autre phénomène important, parce qu'entre-temps, l'Inquisition était passée par là, l'index était passé par là, on ne pouvait plus traduire, comme vous le savez, dans un pays catholique, la Bible en langue vernaculaire. Il n'y avait que la Vulgate qui était admise, y compris pour les Juifs. Donc, Leone Modena, le pauvre, avait une version toute prête. Ça aurait été, vous imaginez, la bombe jusqu'à nos jours, une authorized version de la Bible écrite par un rabbin, il n'a pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un glossaire. Et c'est là que commence, ça c'est mon interprétation, mais on remarque qu'à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, il n'y a plus de traduction suivie. Il n'y a plus que des glossaires. Il n'y a plus que des glossaires parce qu'on passe entre les filets de l'Inquisition. Moi, je n'ai pas traduit la Bible en entier. J'ai fait un dictionnaire de mots bibliques. Et c'est ce que fait Leone Modena. Mais il le fait comprendre. Parce que comme ça peut passer dans l'Inquisition. Je donne simplement. Le problème est qu'en donnant des mots de chaque verset, ils traduisent pratiquement la Bible entière. Donc, quelqu'un qui a une connaissance élémentaire de l'hébreu reconstruit la Bible dans sa totalité. Cette traduction, qui est encore manuscrite, a été très diffusée dans l'Italie du Nord-Est, la Romagne, l'Émilie, la Romagne, San Marino, etc. Et elle s'appelait Meturgeman. Alors, vous voyez, c'est un glossaire. Là aussi, on est vers 1570-1580, c'est encore un glossaire. Et je vous assure, j'ai étudié ça à Oxford, donc je remercie l'université d'Oxford qui m'a permis une résidence d'un semestre là-dessus, et c'est une magnifique version, un magnifique italien. Le problème, c'est que vers le 2e ou 3e mois de mon séjour à Oxford, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que j'ai pris d'autres versions italiennes chrétiennes et je suis parvenu à la conclusion que cette version, le Meturgeman, qui d'ailleurs est du même auteur que la traduction du Guide des Égarés, était une copie, rien de moins qu'une copie d'une version italienne très célèbre, qui est celle d'Antonio Bruccioli, qui est des années 1530, auteur protestant. Et donc, qu'ont fait les Juifs? Pour écrire en bon italien, ils ont pris, sauf Modena, qui était indépendant de tout, mais ils ont pris en bonne partie, cet auteur-là et d'autres, une traduction chrétienne précédente, en la corrigeant par-ci, par-là, dans les quelques dizaines de lieux où il est question de christologie, d'annonce du Christ, etc. Et ils ont proposé aux lecteurs, ça c'est moi qui fais, je pense avoir découvert ça, mais il y a des livres qui sont verbatim identiques chez ce traducteur juif et chez Bruccioli, auteur chrétien, qui par ailleurs était mis à l'index par l'Inquisition parce que c'était un auteur de sympathie protestante. Mais le passage vers l'italien littéraire est fait et on a du mal quand même à se libérer de la suite de la phrase, etc. Mais maintenant, on écrit en toscan. Les Juifs, très tôt, et ça c'est un phénomène qu'il faut mettre en évidence, très tôt, les Juifs d'Italie ont traduit et ont écrit en langue littéraire. À mon avis, c'est presque 200 ans avant Mendelssohn et sa traduction de la Bible. Parlons très rapidement de la prière. Alors, vous voyez, la prière, c'était pareil. C'était calque. La prière était calque. Alors, vous voyez comment est traduit « Ose shalom bimormavu, berachama viase shalom al kol Israel, fa pace negli alturi soi, esso negli pietà di soi,
farà pace sopra tutto Israël. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Mais là, je suis, comme j'ai appris à apprécier les traductions de la Bible dans un italien qui n'en était pas un, j'ai appris à apprécier les traductions de la prière qui, cette fois-ci, étaient destinées à être indépendantes. Et là, j'ai le plaisir de proposer la photo qu'a proposée ma collègue Claudia tout à l'heure, les fameuses tefilot fameuses. Pour ceux qui le connaissent, Tefillot Latini, publié en 1538, très tôt, essendo costretto e pregato da molte gentili donne. Les femmes l'ont prié de traduire la prière en italien. Donc, ces prières étaient faites pour être lues par les femmes, mais telles quelles. Et on n'avait pas besoin d'avoir le livre d'hébreu devant soi. Et effectivement, ce n'est pas de l'italien littéraire, encore. Donc, il y a déjà, ça suit mot à mot précisément, et à chaque mot correspond un mot, mais ça donne, et c'est là que je suis très positif vis-à-vis de tes textes, ça donne, je ne parle pas de judéo-italienne, ça donne un italien juif. Ça donne un italien juif. Parce que l'italien de ces prières que les femmes, et peut-être pas que les femmes, étaient censées réciter, a des particularités. Dieu est Domédet. Donc le Dieu des Juifs s'appelait Domédet, Domine Dio, on peut dire. Leolam Vaed, très, très littéral et très précis, Leolam Vaed, pour toujours et à jamais, était traduit per secolo et sempre. Per secolo, le olam. Olam, c'est secolo, seculum. Il y a le latin. Non, a secolo ad sempre. Le, a secolo ad sempre. Et ainsi de suite. Il y a toute une série d'expressions qui reviennent et font de la prière de ces femmes et peut-être aussi de ces hommes une prière italienne juive qui la distingue de ceux qui pouvaient être la prière des non-juifs. Mais là aussi, il y a un changement. Et le changement ne se fait pas en italien littéraire du rituel. Il se fait d'une autre façon. Il se fait en traduisant des parties importantes de la liturgie ou de la paraliturgie hébraïque, notamment pour le jour du Kippour, en poésie italienne. Donc vous avez ce phénomène incroyable et encore aujourd'hui inconnu pratiquement, selon lequel il y a des textes entre guillemets médiévaux, fondamentaux de la liturgie ou de la paraliturgie, comme le Keter Malchut, la couronne de royauté de Shlomo ibn Geberol, ou encore le Barchi Nafshi de Bachya ibn Pakuda, ou un texte typiquement italien qui est le Me'on HaShoalim de Moshe d'Arieti, qui sont traduits par plusieurs auteurs, peut-être indépendants les uns des autres, en poésie italienne, en belle poésie italienne. La poésie italienne, a une série de textes de traducteurs juifs qu'elle ignore. Donc notre travail donne à la littérature juive et à la littérature italienne une série de centaines et des centaines de vers et de beaux vers en italien. Je termine simplement en disant, là vous avez un exemple de la traduction de cette très belle prière de l'italien Moshe d'Arieti qui était en tercet de Dante en hébreu, dans l'originel hébreu du XVe siècle, et nous assistons à ce phénomène incroyable il s'agit de plus de 300 lignes, au moins 5, sinon 7 ou 8 ou 9 traductions différentes en poésie italienne de ce même texte. Et donc voilà, le passage de la Bible de l'italien, judéo-italien à l'italien se fait entre autres en copiant ou en plagiant, pas que, mais en grande partie des auteurs chrétiens, et le passage vers l'italien littéraire se fait par les morceaux choisis du Siddur et en poésie. Mais je pense que je vais laisser la parole à Claudia. Et comment elle fait pour... Peut-être qu'il faut un technicien pour... Ah.
t'entend pas. Claudia, Claudia, on t'entend pas. Ton microphone n'est pas allumé. Bonsoir, Voilà, trop. je suis là. Bonsoir à tout le monde. I am a bit confused because I heard a lot of French and I'm supposed to speak English. And Giacomo, you tell me how much time there is while I share my screen. I think that Giacomo? you may speak for 15 minutes, about 15 minutes. 15 minutes. So that afterwards we have another 10 or 15 minutes for the conclusions. Okay. 10. Can you see my PowerPoint? Yes. Yeah. Okay. So, okay, what I wanted to say today is basically a footnote to Alessandro's book. And not because he's there, and not because he's Italian, and not because he's a friend of mine, but I think that his book is really a very important study, and that I hope it will be taken into account in Italian studies as well as in Jewish studies. The picture he shows was for me really new, because he collected so many texts and so many examples, and he analyzed them so well. And so really, I think it's a very, very important contribution, and it should remain a classical studies for everybody who would like to know more about that. As he said already, it's amazing the fact that what we have there are genres like glossaries, especially glossaries of the Bible, as he showed, translations of the Bible, books of precepts, Shabbat songs, vulgarizations of Pirkei Avot, poems on the binding of Isaac, and other works. And all those works, we have them in Yiddish in the same period, and in manuscripts and in books produced in the same place. And therefore, while I was reading his book, I was hearing this echo, yes, very strong, but this saying, okay, but this we have it in Yiddish, but this we have it in Yiddish, and this and this and this. And basically, as he mentioned before, there is this period of Yiddish literature from the second part of the 15th century till the beginning of the 17th century, in which Ashkenazi culture was centered in northern Italy. In northern Italy, there were Jews that came from Germany and from Poland sometimes, and then after being in Italy, they went back to Poland, and then they went to Prague and so on. And so in this very moment, Italy, northern Italy especially, was part of Ashkenaz, but not only marginal part, it was a central part. And this is true especially for the history of printings, because Ashkenazi Jews were very active in that, as the Soncino and many other publishers' testimonies. So I just en passant was impressed, and I think a lot of work remains to be done by the fact that in Italy, thanks to Alessandro Guetta, I discovered that there is a tradition of poems about the binding of Isaac. And the same is true for Yiddish. In Yiddish, we have manuscripts in Italy with a famous poem about the binding of Isaac, which is called the Yiddischer Stamm, that was printed also, and it's very interesting. And there are a lot of parallel interpretations in this poem. The other example, which is surprising, is a poem, an Italian translation of Keter Malkut. Now, Keter Malkut is a mystical poem that is part of
Mahzorim of several communities. Sometimes it is printed alone or it is produced alone as a booklet. And we have it in Yiddish as well. We have in Italian from a manuscript of the 16th century, very interesting manuscript, but also as a booklet in really 1600, printed in Yiddish, written by our friend Yaakov Halpron, who published a lot of other important Yiddish texts and in Judeo-Italian. And this book is a translation made for a woman, but it's interesting. It appears as a booklet alone, so not as a part of the prayers, the Mahzorim for Yom Kippur, but again as an independent text. And I wonder if there is a connection between the two texts. Yes, here you can see the text here is only in Yiddish, while in the example before, you see it was also, it was bilingual. Yes, it is the Hebrew and the Italian below. Now the third example, and on this I will stop, is very impressive. We have a book which is called Der Klein Brandspiegel, or Sefer Mishlei Chachamim. The first print is Venice, 1566, and then and the first print is not, till now we don't know of any copy which survived. Then we have a manuscript that could be a copy of the print, as it is often the case, and then other publications, other prints, Prague and Amsterdam. And this book, here you see the manuscript, and I hope you can see here, this is the Prague edition of 1590. Here you can see very well that you have here the Hebrew and below the Yiddish. Yes, the font, the letters are very different. As you can see, this beautiful square script for the Hebrew and a kind of Ashkenazi cursive for, or what we call Zenerene letters for the Yiddish. But if you look at the book that Alessandro presents and discusses widely in his book, Sefer Mishlei Chachamim, there is a translation into Italian, and again literary Italian, that is not Judeo-Italian and not in, as you can see, in Latin letters. And here you can see how much those books resembles. The layout, yes, how the page is constructed, yes. You have the Hebrew, and you can see the sentences, the verses, they are very similar. As it is almost impossible not to think that the Italian translation published in Mantua was not made after the Yiddish one that is lost, and must have been very similar to the reprint of Prague. And I think that here in these two pictures, you have everything I wanted to say. And also, what I also would like to suggest, that there is so much more work to do. And this I'm going to finish with this drawing that I usually make for my students. Is based on Weinreich, where you have Jewish languages that usually have two main tafkidim, two main rules. Yes, one is to transmit the knowledge of the Bible, of the Talmud, of the Halacha, and so on, the prayers, so vulgarizations of texts that are holy for us. And on the other side, you have whatever comes from outside. But basically, what I learned, and I think I heard that all the day today, and I'm really thankful. And you said that all the time.
I think that every speaker before me said that there is an interaction between the Jewish languages. And so at the end, behind the interaction between all those Jewish languages that could be also among them, yes, so we had Mallorca's language with all kind of interferences, and Sicily, and then we heard the same is true for other communities. So there are interferences among Jewish languages, but here there is something special, and this is only thanks to Alessandro's book that we understand that the picture is much more complicated. And yes, and this is what I wanted to share today. But as I said, there is so much more work to do. I will try to close the... Yeah. Are you there? Yes, yes. Did I speak too much? No. No, it was perfect. It was perfect. We have an agreement with our hosts that we're going to leave this room at in 10 minutes, but in 10 minutes, I think that Alessandro will have the time to make... Oui, je voudrais quand même laisser la place pour les questions. Je voudrais seulement dire que tu m'as un peu spoilé la fin, parce que j'allais dire exactement les mêmes choses que toi, donc comme quoi les grands esprits. J'ai seulement un exemple ici. Est-ce qu'on peut faire montrer mon image à l'écran, s'il vous plaît? Pour dire que moi je montre, voilà, ça c'est une version de la deuxième moitié du XVIe siècle du Pirkei Avot en italien. Comme vous l'avez vu, Pirkei Avot exactement à la même période a été traduit également en yiddish. La différence c'est que le yiddish était une langue juive, je tiens à le préciser. Le yiddish était une langue juive. L'italien était une langue que les juifs voulaient partager avec le reste de la population nationale. C'était une tentative de union nationale sur le terrain de la langue. C'est comme ça que je l'ai interprété. Voilà. Et puis j'ai une autre hypothèse. Mon hypothèse est la suivante. S'il n'y avait pas eu l'Inquisition, l'index des livres, l'interdiction, apparemment, il y a aussi l'interdiction de traduire la tefilla en italien. C'est pas clair, mais Moshe Umberto Cassuto dit il y a eu cette interdiction de traduire la prière juive en italien. Et s'il n'y avait pas eu cette interdiction, mon hypothèse est que les Juifs se dirigeaient vers un parallélisme de prière en hébreu et en italien. Le prouve le grand nombre de chants pour Shabbat, Zemirot, les Shabbats, qui sont traduits en italien en poésie plus ou moins réussie du point de vue poétique. Et donc l'italien pouvait devenir une langue juive à part entière, et y compris pour la prière, y compris pour l'étude, et pas seulement un instrument pour comprendre l'hébreu. Voilà. Merci beaucoup, Alessandro. Et Claudia, pour votre intervention. No, I had while Alessandro was talking, I had a lot of things that I wanted to say, because in fact, what I see exactly I agree completely with his interpretation in his book. Yiddish is both the langue, what was called the langue calque, but there are also literary rewritings of books of the Bible and also literary works. So both what in Italy it seems that is divided. You have Italian and Italian. Le signal the same. Cette expo panneau. Both mais il y a un portrait de Jules Isaac par sa femme qui est très beau et oui, qui serait intéressant. Je savais où il est, j'essaierai de le. Someone has to close. Il y a quelqu'un qui est connecté, yes, qui n'a pas fermé les micros. I cannot
I cannot tell him. Yeah. So both functions are in Ashkenazi culture, as you said, after Mendelssohn even, in Yiddish. And I think that what you showed about Italy and Italian Jewry is very special. It's very interesting, very new. It's a new picture, I think, a new, yes, that was necessary. I think, yes, this is what I wanted to say. Also wanted to say that I love, as you said, the langue calque, because again, this is also interpretation. And what is interesting is sometimes to check, to see that, and I saw it, that the Yiddish follow what we have, the interpretations that we have in Yiddish manuscripts and books very often are the same interpretations that we have in Judeo-Italian. And this is also something that we should think about. As Brucioli, that you mentioned before, was a student of Elia Levita, Elie Bocher, so that perhaps his translation was also, in a way, part of a circle in which Elia Levita's interpretation perhaps arrived to the Italian author that copied his glossary in Italian. So it's very complex. It's very complex and it's fascinating. Merci Claudia. Alors, je pense que je dois prendre sur moi la tâche de formuler des conclusions. La conclusion sera que j'espère que cette journée nous a permis de formuler la grande variété des questions posées par les langues juives ou des juifs et des juives. Et notre intention, c'était on a interprété cette journée comme le début d'un discours plus long. Donc, on espère que ça va aboutir dans un colloque sur plusieurs journées. Et donc, je vous donne rendez-vous pour ces colloques futurs qu'on espère qui va avoir lieu bientôt. Mais merci à tous pour être intervenus. Merci. Bonne soirée. Merci Giacomo, merci. Au revoir. Merci. Ciao Alessandro.